Donc le fait qu'ils présentent tous une microdondantie, ça a contraint l'évolution du groupe, et on a reconnu simplement 3 grands types de crânes sur l'ensemble des espèces de rongeurs, donc sur plus de 1600 espèces. Alors, plus, c'est ici, voilà. Et donc, il y a des biais de classification. Vous l'avez vu, la subdivision des rongeurs en 3 sous-ordres à partir de la reconnaissance de ces grands types masticateurs. Alors, j'ai mis 3 personnes, Waterhouse, Grant et Wood, qui ont notamment utilisé ces types crâniens. Alors, ces types crâniens, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a 2 caractères qui sont importants. C'est un foramen qu'on appelle le foramen infraorbitaire, qui peut être ouvert, comme ici, ou fermé, comme là. Et la présence, donc vous voyez ici, là, le foramen est très très gros ici chez les formes stricomorphes, en forme de trou de serrure chez les formiomorphes, puis pas ouvert du tout chez les protogomorphes, bien sûr. Deuxième caractère, c'est la présence d'une plaque zygomatique à l'avant du crâne. Et donc on s'aperçoit que les écureuils, dans les crânes suromorphes, ont une grande plaque à l'avant du crâne, et que le type myomorphe, en fait, il va combiner ce type-là avec un gros foramen et puis une plaque. Donc, on a un foramen ouvert. C'est tout ce que vous avez à retenir pour la suite. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'en fait, ces types de crânes, en fait, ils ont évolué de manière convergente chez les rongeurs. Et donc, quand la phylogénie moléculaire est arrivée, on s'est rendu compte qu'on avait fait pas mal d'erreurs d'un point de vue classification et que, en fait, ces types crâniens, ils évoluent de manière convergente dans plein de groupes. Et là, je vous montre que des formes actuelles, c'est aussi le cas chez les formes fossiles. C'est bien beau, mais en fait, cette systématique qui est basée sur la reconnaissance de différents types de musculature masticatrice, elle est aussi basée sur en fait, le fait qu'on ne connaisse qu'une infinité en fait, de cette configuration masticatrice, pas une infinité, une infime partie. Seuls 3% des espèces actuelles de rongeurs ont été décrites de manière précise. Donc c'est marrant que toute la systématique soit basée quand même sur ces caractères-là. Donc avec Pierre-Henri qui est arrivé, on a décidé d'essayer de changer ça et puis de décrire un peu plus de cette diversité morphologique. Et on s'est réparti la tâche. Alors Pierre-Henri a pris les muridés parce qu'il aime ça, mais le pauvre, c'est pas forcément la tâche la plus facile puisque c'est un des groupes les plus diversifiés. Et puis on a donné des groupes à des étudiants à nous, on s'est réparti tout ça pour essayer d'avoir une meilleure image globale de ce qu'est la musculature masticatrice des rongeurs, de cet ordre de mammifères. Et pour vous donner un exemple, il y a Léa Lacuna qui est en 2e année de thèse maintenant, qui s'est penchée sur les formes stricomorphes, et notamment des formes très bizarres que vous connaissez, évidemment, le lièvre du Cap et puis les écureuils volants à queue écailleuse. Hein. Ce pas des écureuils, mais ils ne sont pas tous volants, mais ils ont bien une queue écailleuse, par contre. Et donc, c'est un groupe qu'on appelle les anomaluromorphes, en fait, qui a été pas du tout regroupé d'un point de vue morphologique, et puis la moléculaire nous a dit que c'était des groupes frères. Et on a peu de caractères pour le montrer, ça. Et donc, on s'est dit que c'était un bon exemple à donner à cette pauvre Léa, puisque c'est très compliqué, évidemment. Et là, vous avez une planche, en fait, de Tycho Tullberg, qui est une personne qui a décrit beaucoup d'espèces de rongeurs. Et il y a des magnifiques planches comme ça de 1899. Et donc, Léa a fait exactement ce qu'a fait Tycho Tullberg à la fin du 19e siècle. Elle a d'abord disséqué, ici vous avez un lièvre du Cap, donc c'est la même espèce ici. Sauf que maintenant, on a des méthodes un peu plus modernes pour faire de la dissection. Et on utilise notamment la microtomographie. Alors, ce qu'on fait, la microtomographie, c'est les rayons X. Hein. C'est ce que vous faites quand vous faites une radio. Ce qu'on voit en majorité, c'est les os. Mais il y a des méthodes maintenant en fait, de teinture à l'iode, ce qui permet de rendre opaques les tissus mous. Et donc, on peut faire de la dissection 3D à partir d'un microtomographe. Donc, on en a un à l'ISEM, c'est drôlement pratique. Et voilà ce que ça donne en termes de reconstruction 3D. Donc, on a une vision très nette en fait, de ce qui se passe d'un point de vue musculaire, mais pas seulement. En fait, on a plein d'infos auxquelles on ne s'attendait pas. C'est par exemple les réseaux nerveux, les systèmes circulatoires. Et on arrive à avoir des résolutions très bonnes. Et donc, et ce qui est pratique avec cette méthode, c'est qu'elle est non invasive. Alors, par exemple, vous avez ici un spécimen de ce genre, Zinquerella, qui est un écureuil volant à queue écailleuse, qui n'est pas volant, là, justement.
Et en fait, ce genre il est assez énigmatique et il y a très peu de spécimens dans le monde. Je crois qu'il y en a 3 en fuite, c'est ça, PH, tu me disais? Il y en a un peu 3 et un 4e qui a été collecté sur Saint-Thomé, pas Saint-Thomé, à Nobon Island, Bioko. Voilà, Bioko Island, c'est ça. Un copain du Muséum de Londres en fait, nous a autorisé à le plonger dans l'iode et Léa a pu faire une reconstruction 3D de sa musculature, ce qui est quand même assez chouette, et puis de le comparer à ses plus proches parents. Et donc, vous voyez, donc ça c'est une phylogénie basée sur un moléculaire et il y a quelques caractères morphos décrits dessus, mais ce qu'il faut dire en fait, c'est les temps de divergence en fait, entre PDTS et puis les anomalies. On est sur de l'ordre de 57 millions d'années. Vous pouvez imaginer que ça a pas mal divergé d'un point de vue morphologique entre tous ces groupes. Et ben, Léa a quand même réussi à trouver des caractères en fait, qui unissent les anomalies romorphes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire qu'on a quand même des choses, en revenant sur cette musculature, qui sont intéressantes. Et donc, je ne vais pas simplement décrire le travail de Léa. Elle viendra faire un conf l'année prochaine pour montrer ses résultats de thèse. En fait, je vais me concentrer, moi, sur une famille de rongeurs, donc les mésomyidés. Donc, il y a une famille de rongeurs myomorphes. Vous vous souvenez, la myomorphie, c'est cet état crânien là, où on a un foramen qui est un peu ouvert et puis une plaque zygomatique. Donc, ça fait un foramen en forme de trou de serrure. Alors, les mésomyidés, on en a parlé un petit peu hier. Donc, c'est 21 genres de rongeurs, c'est une famille qui représente 68 espèces et qui est divisée en 6 sous-familles, dont une qui est endémique de Madagascar. Et cette famille, elle est intéressante parce que, justement, d'un point de vue entre le débat morphologie, des classifications morphologiques et puis moléculaires, il y a eu pas mal de temps qui a coulé. Et on a réussi à récupérer, notamment grâce à Laurent, Laurent a fait partie des gens qui nous ont prêté des spécimens, 14 genres de mésomyidés. Donc ceux-là sont à Madagascar et puis le reste, ça vient en Afrique subsaharienne. Et donc, notamment aussi à partir des collections du Field Museum de Chicago. Et pour vous donner une petite idée, en fait, ça c'est une classification des différents genres de mésomyidés, ouais, qui ont été répartis en fait dans des familles d'un point de vue morphologique, soit chez les muridés, chez les chryséptidés, c'était fouillis en fait. Il n'y avait pas vraiment de consensus. Et il y a une bonne raison à ça, c'est qu'en fait les mésomyidés, ils présentent des caractères. Vous savez, la systématique des rongeurs est essentiellement basée sur des caractères dentaires. Et en fait, ces différents genres de mésomyidés présentent des patrons dentaires qui sont très très distincts. Donc ça, c'est intéressant pour nous. Et en fait, au-delà de ça, vous savez peut-être qu'il y a plusieurs grades dentaires qui ont été définis sur la base de la morphologie, avec des dents qui sont dites cuspidées, avec des petites cuspides comme ça, et qui permettent de faire l'interlocking, je ne sais pas comment on peut faire du contact dent à dent. Et en fait, les cuspides vont accompagner le mouvement. Et puis des dents qui sont toutes plates, et donc on va avoir différents grades morphologiques qui ont été définis. Et ce qui est intéressant avec les mésomyidés, au-delà de ça, c'est un ancien étudiant en thèse de l'ISEM, Vincent Lazare, qui est à Poitiers maintenant. Lui, il a fait des cartes topographiques des dents, et il a mis en évidence que les mésomyidés, en fait, ont mis en place les grades dentaires de manière convergente avec les muridés, par exemple. Donc, encore une fois, ça montre bien que l'évolution de ces caractères dentaires, c'est compliqué dans cette famille. Donc, on a disséqué tous ces genres de mésomyidés. Ici, vous avez les virus, par exemple, en vue latérale. Et donc, et en vue frontale ici, donc devant le crâne. Je vous ai dit tout à l'heure que les mésomyidés, c'était reconnu comme une famille de rongeurs myomorphes. Là, ça a l'air de coller assez bien. On a bien une plaque ici, là. Et puis un foramen en forme de trou de serrure. Et puis, ce qu'on peut faire avec cette dissection 3D, c'est comme un oignon, éplucher un petit peu les couches de muscles, différentes couches de muscles. Donc, on a ces parties profondes qui sont très développées là, sur la plaque. Donc, ça, c'est vraiment un caractère de mémoire. On est bon. Et puis, des parties un petit peu plus profondes, qu'on appelle les zygomatico-mandibularis, qui sont assez réduites par rapport à d'autres formes. Et notamment, cette part, elle est plus réduite que chez les fourmis. Donc, ça colle, on est bien chez un rongeur myomorphe. Le diable est dans le détail, c'est quand on commence à regarder un petit peu la diversité de tous ces genres, et puis de la musculature dans plein de genres de rongeurs, de mésomyidés, on s'aperçoit qu'en fait la structure des muscles masticatrices, elle est très variable.
Et si vous avez un caractère à les regarder, c'est un petit peu ce qui passe à travers le foramen ici, là, partout. On voit que chez certaines formes, et notamment Picetomys, en fait, le muscle, là, dont je parlais tout à l'heure, qui élargit le foramen, il est très très développé. Et c'est encore plus flagrant quand on regarde en vue frontale, on s'aperçoit que la grande plaque qui est très développée ici, là, elle peut se réduire chez certaines formes. Donc si je prends Picetomys, le voilà en gros plan, et donc on a bien une réduction de cette partie-là des muscles qui semble rapprocher un peu Picetomys à certaines formes hysticomorphes. On a toujours une plaque. Mais par contre, ce qui est très développé, c'est ce muscle-là, la part infraorbitale zygomatiquement. Et ça fait vraiment quelque chose qui ressemble à une forme hysticomorphe. Et pas du tout myomorphe. Donc si je reprends un peu ça, ça veut dire qu'au sein d'une famille, déjà établir ces différentes catégories, suromorphie, sticomorphie, myomorphie, ces trois grands types masticateurs qui ont défini la base de la systématique des rongeurs, c'est pas facile en fait. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrête d'utiliser ces boîtes, ça marche pas du tout. Et il faut aussi qu'on rediscute ces boîtes, parce que ces grands types masticateurs, ils avaient été considérés comme des innovations clés en fait. Qu'est-ce que c'est une innovation clé? C'est un caractère morphologique qui est associé à une diversification de certains groupes. L'innovation clé classique qui est présentée en paléontologie, c'est l'addition d'une cuspide sur des dents de mammifères. On s'aperçoit que les dents de mammifères qui n'avaient pas cette cuspide supplémentaire n'ont pas connu de diversification très impressionnante. Par contre, à partir de l'apparition de cette cuspide, on voit que la diversité de ces groupes, elle augmente. Donc, dans le papier-là, de Hunter et Gerval, ils ont proposé que cette cuspide, l'hypocone, était proposée comme une innovation clé, donc un caractère qui permet une diversification, qui favorise la diversification. Voilà, c'est pratique parce que chez les rongeurs, on a aussi plein de caractères qui ont été définis comme des innovations clés. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fait, ces innovations clés, elles ne se mettent pas en place de manière complètement aléatoire, et qu'en fait, on a des associations bien précises entre des types dentaires et des types musculaires et crâniens. Donc, définir une innovation clé, c'est assez difficile, et on s'aperçoit que cette définition, elle est très dépendante du groupe dans lequel on les regarde, et surtout du chercheur en fait qui les regarde. Quelqu'un qui travaille sur les dents, il va trouver des innovations clés sur les dents. Quelqu'un qui travaille sur les crânes va trouver des innovations clés sur les crânes. Et ça nous a rappelé d'autres études comme celle-ci, en fait, d'Omira et al., qui a été publiée dans les Proceedings de la Royal Society, où ils n'ont pas du tout regardé des caractères crâniens, mais des caractères de plantes. Et ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on peut regarder si l'acquisition d'un trait sur des fleurs ou une association de traits peut être mise en lien avec des événements de diversification. Et ce qu'ils ont montré, c'est que c'est souvent des associations de traits et jamais l'acquisition d'un trait unique. Donc c'est ce qu'on va essayer de tester dans le projet Disparate qu'on a écrit avec Pierre-Henri. Et donc l'idée, c'est d'essayer de voir si les traits ostéologiques dentaires et musculaires sont interdépendants fonctionnellement, et s'ils peuvent caractériser des habitudes alimentaires ou des modes de vie. Et puis de tester si des associations de traits crâniens, plutôt que des traits crâniens eux-mêmes, peuvent être mis en lien avec des éléments de diversification. Alors je vais aller rapidement là-dessus. Comment on va faire ça? On va toujours utiliser la microtomographie, mais on va aussi Sabrina parle un petit peu de morphométrie géométrique. On va faire de la morphométrie géométrique sur les crânes. Et puis, on va utiliser des cartes topographiques dentaires, de la micro-usure. Évidemment, on va faire un peu de cinéradiographie. Alors, cinéradiographie, c'est bien, on code des radios, mais on peut voir le mouvement. Donc, on va suivre les mouvements de la mastication dans plusieurs groupes de rongeurs qui ont acquis ces types morphologiques crâniens de manière générale. Et puis, on va essayer d'étudier la covariation de tous ces traits. Donc, il y a un gros boulot de dissection d'abord, hein, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est assez compliqué. À partir de ces dissections, donc on fait des dissections classiques et virtuelles, on peut faire des modèles biomécaniques, ce qui fait qu'on va pouvoir retracer l'évolution de la biomécanique masticatrice au cours du temps, en fait, ça c'est important, et les reconstruire à des nœuds clés de l'arbre des rongeurs. Et là, ça va vous faire marrer, mais on va essayer de lier ça à l'écologie des bestioles et au régime alimentaire, ce qui est très compliqué chez les rongeurs.
Et la deuxième étape, c'est d'essayer de construire une matrice de totale évidence, donc de caractère moléculaire et morphologique, pour reconstruire des phylogénies. Alors vous allez me dire pourquoi vous faites la combinaison morphologie moléculaire, il suffit de faire de la moléculaire. Oui, sauf que moi, donc voilà, il y a un fossile qui va apparaître. Moi, je suis paléontologue et qu'il y a plein de fossiles, et donc la diversité fossile qu'il faut pouvoir replacer dans la phylogénie. Et donc, on va utiliser ces caractères sur des fossiles pour eh bien, essayer de comprendre si des associations de traits musculaires et dentaires peuvent expliquer des événements de diversification dans certains groupes. Alors évidemment, on n'aura pas les tissus musculaires chez les fossiles, hein, mais on va pouvoir coder tous les caractères ostologiques qui sont associés à ça. Ça, c'est de la théorie. Et on fait des analyses comparatives pour tester nos hypothèses d'innovation clé. Alors pour tout ça, on a eu de la chance parce qu'on a, et Pierre-Henri, tu y es pour beaucoup parce que tu t'es vraiment donné sur la collecte des échantillons. On a eu l'avantage de travailler sur les rongeurs, c'est que il y a beaucoup de gens qui s'en foutent un peu. Là, je ne devrais pas le dire ici, mais par rapport à d'autres groupes, les primates ou les carnivores, quand on a commencé à demander, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui nous ont envoyé des têtes. Donc on en a trop maintenant, mais c'est un peu comme les Pokémon, les rongeurs, on veut toujours avoir plus. Notre objectif dans le projet, c'était 250 genres, on en a 200 à peu près aujourd'hui, et on en a 120 qui séqués. Donc c'est déjà pas mal. Et donc je vais remercier évidemment toutes ces collections, et notamment Roberto Portela-Miguez. Donc là, il était content, c'était avant de savoir qu'il devait bouger toutes les collections du Muséum de Londres. Et puis des collègues, l'Institut Pasteur de Guyane, Mademoiselle Fadi, qui nous a récupéré beaucoup de spécimens aussi, puis toutes les collections. Laurent, je te remercie aussi pour Chrysetomis, notamment. Je remercie tout le consortium Disparate, évidemment. J'aurais pu rajouter Sabrina, tu n'en fais pas partie officiellement, mais en tout cas, on discute souvent. Une dernière chose, c'est que ces méthodes, c'est joli, mais ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on peut partager toutes ces dissections 3D maintenant sur des plateformes comme Morphomuseum, on a créé à l'ISEM, et puis Morphosource. Et donc ça, c'est hyper important de pouvoir comparer et que les gens puissent retourner sur nos dissections, parce que il y a une part de subjectivité quand on dissecte, évidemment. Et donc, ça, c'est un objectif principal du projet, c'est à la fin d'avoir un atlas anatomie 3D qui soit publié en ligne et open access. Et ma dernière intervention, ça sera de vous dire que si vous avez des têtes de rongeurs, ça nous intéresse, n'importe quoi. C'est étonnant, mais il y a plein de choses à décrire. Il y a des choses à aller explorer chez la souris, toujours, chez le rat. Tous les patrons d'innervation, ils ont été très peu décrits, on s'en rend compte. C'est dommage parce que c'est hyper important pour la musculature. Et Fred aussi, tu nous as donné des spécimens. Ça va être une autre étape parce que toi, ce que tu nous as donné, c'était des séries ontogénétiques. Et ça, c'est hyper pratique pour parler d'homologie sur les muscles. Et ça sera une autre étape après. Pour le moment, on fait intergénérique, interspécifique, et après on fera de intraspect, et on montrera ce qui se passe chez Nanovis dans le développement au moment de. Voilà.